Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la réforme en Suisse, et plus particulièrement à Calvin et la réforme à Genève, et nous finirons sur la contre-réforme, c'est-à-dire la réponse de l'Église catholique à la réforme protestante. La semaine précédente, nous nous sommes intéressés à la réforme luthérienne. Donc nous avons vu qu'en 1517, lorsque Luther publie ses 95 thèses, c'est la date retenue du début de l'Église réformée, 1521 représentant la reconnaissance officielle du schisme entre catholiques et protestants. Donc, dans un premier temps, les idées luthériennes vont se développer en Allemagne et dans les pays scandinaves, mais d'autres églises vont se développer, notamment en Suisse, par exemple avec en rose les idées de Zwingli, dont je vais vous parler un petit peu après. Il y aura à Genève les idées calvinistes et en Angleterre, l'église anglicane, puisqu'en 1534, Henri VIII va se séparer de l'Église catholique pour fonder sa propre Église, qui va donc devenir l'Église d'Angleterre. Donc, les idées luthériennes, les idées de Zwingli, de Calvin et les églises anglicanes sont les 4 formes principales d'églises réformées au XVIe siècle. Nous allons maintenant nous intéresser aux réformateurs en Suisse. Il y en a un certain nombre, j'ai choisi de vous en parler de 4 principalement. Nous verrons d'abord Ulrich Zwingli, Guillaume Farel, Jean Calvin et Théodore de Bèze. Donc Ulrich Zwingli va être, si vous voulez, vraiment le successeur de Luther, puisque en 1519, il va lui-même publier ses thèses contre l'Église catholique. Il va le faire dans la cathédrale de Zurich. Et très vite, ses idées vont être connues dans la population zurichoise. Et d'ailleurs, il va être rapidement soutenu par les autorités politiques zurichoises contre l'évêque de Constance qui demande à Zwingli de renier les idées qu'il a pu émettre, ce qu'il ne fera pas. Donc, sa réforme va s'étendre à Bâle, à Berne notamment, et elles vont s'étendre ensuite dans les pays romans. Je vais revenir un petit peu après avec Guillaume Farel. Donc Zwingli est vraiment le personnage qui va mettre le feu aux poudres, si je puis dire, à la réforme en Suisse. Donc il meurt rapidement, donc en 1531. Il va mourir sur un champ de bataille puisqu'il était aumônier militaire et Calvin, par exemple, ne le rencontrera jamais. Mais il va vraiment profondément marquer l'histoire de la réforme suisse. Donc, un deuxième personnage important est Guillaume Farel, qui est d'origine française, est un fin lettré également, et va rompre assez rapidement avec le catholicisme dès 1521. Cependant, donc, il va se rendre auprès de Zwingli, il va notamment subir son influence et il va diffuser les idées de Zwingli, notamment à Bâle, à Strasbourg et à Berne. D'ailleurs, il va être chargé par le canton de Berne de diffuser les idées réformées en Suisse romande. Ce qu'il va faire, il va par exemple participer en 1530 à la réforme à Neuchâtel, en 1532 au début dans le pays de Vaud, et il se trouve en 1536 à Genève, et c'est lui qui va faire rester Calvin dans la cité. Ensuite, Jean Calvin, donc personnage qu'on connaît évidemment beaucoup mieux, il va être le père de l'Église genevoise, de l'Église réformée genevoise. Il va marquer durablement l'histoire de la cité et il va permettre que la ville devienne une cité refuge et une Rome protestante. Donc il va surtout être connu pour ses idées extrêmement rigoureuses en matière de morale. C'est quelque chose que je vais développer ensuite et donc je ne vais pas m'étendre plus pour l'instant. Ensuite, il y a Théodore de Bèze, qui sera le bras droit et le successeur de Calvin. D'ailleurs, il fait aussi partie c'est un des personnages du mur des réformateurs
dans le parc des Bastions. Donc maintenant, je voulais qu'on parle un petit peu plus de la façon dont Genève est devenue réformée. Ce n'est pas la venue de Calvin à Genève qui va enclencher ce mécanisme de conversion à la réforme. En effet, Genève avait déjà commencé cette conversion auparavant, notamment puisqu'elle cherchait à maintenir son indépendance et que c'est extrêmement compliqué pour elle puisqu'elle est enclavée dans le royaume de Savoie et les princes de Savoie sont catholiques. Cependant, Genève cherche à se rapprocher des cantons protestants puisque par la réforme, elle pourrait maintenir son indépendance. Donc en 1533, les Genevois vont chasser le dernier prince-évêque, Pierre de la Baume, de la cité. Et donc, de par cet acte, Genève fait un premier pas vers la réforme. En 1535, les Genevois vont déclarer que la messe catholique est interdite et ce sera au final en 1536 que Genève sera définitivement réformée. Donc, Guillaume Farel, sur demande de Berne, se trouve à Genève et Berne aimerait assujettir Genève, comme c'est le cas de Lausanne. Seulement, Genève refuse, elle veut rester indépendante et par la mise en place de la réforme, Genève va devenir donc une république. C'est entériné définitivement. Cependant, il va y avoir quand même des bisbilles avec Berne, mais malgré tout, cette indépendance va pouvoir être maintenue. Donc pourquoi il est intéressant, notamment pour les cantons protestants, que Genève devienne réformée? Déjà, puisque comme je l'ai dit, c'est une petite cité enclavée dans un territoire catholique, celui de la Savoie, et aussi par sa géographie, par ses murailles, etc., elle représente un enjeu particulier. Donc, c'est aussi une petite ville d'à peu près 12 000 habitants, mais très vite, Genève va accueillir les réfugiés huguenots, ceux qui sont obligés de fuir la France, par exemple, pour pouvoir venir vivre leur foi à Genève. Donc Genève va accepter de vivre et d'accueillir ces réformés. Seulement, par exemple, on estime qu'il y a à peu près 12 000 habitants en 1550, on passe à 20 000 en 1560. Donc vous imaginez bien le nombre de tensions que ça a pu amener dans la cité. Notamment, c'est une toute petite ville, donc il a fallu rehausser les immeubles, si je puis dire, et donc il a fallu rajouter des étages. La maquette que vous avez sous les yeux montre le fait qu'on a ajouté des étages. Donc les gens vivaient les uns sur les autres. On estime qu'on vivait dans une pièce à peu près dans des conditions extrêmement difficiles. Donc beaucoup de tensions étaient présentes. Nous avons vu donc que Calvin n'avait pas été celui qui avait enclenché le mécanisme de la réforme à Genève. Cependant, il faut qu'on comprenne comment Calvin arrive à devenir l'homme fort de l'Église genevoise. Donc, Calvin va naître en 1509 en Picardie, dans une famille catholique évidemment. Il est destiné à la prêtrise, mais suite à quelques péripéties, il va faire des études de droit. Nous ne sommes pas sûrs de la date de sa conversion, peut-être 1533. En tout cas, on est sûr qu'en 1534, il a définitivement tourné le dos à l'Église catholique. 1534 est une date importante dans l'histoire de la Réforme en France, puisqu'éclate l'affaire des placards. Pour commencer, qu'est-ce qu'un placard? Un placard est une affiche en format A3, A2 par exemple, dans lequel on va dénoncer un certain nombre de choses. Dans l'affaire des placards, ce qui va être dénoncé est la messe catholique. Donc ça va être extrêmement mal vécu en France, d'autant que jusqu'à présent, le roi François Ier avait plutôt laissé tranquilles les réformés. Donc ces placards vont être affichés notamment à Paris et dans notamment à Auboise, dans le château où séjournait François Ier. On dit même que des placards ont été affichés jusque sur la porte de sa chambre. Donc vous imaginez le scandale de l'affaire.
Suite à cela, évidemment, il va y avoir des poursuites. On estime qu'il y a à peu près 6 personnes qui vont être condamnées au bûcher suite à l'affaire des placards. Calvin se trouve justement à Paris au moment de cette affaire et suite à cela, il va définitivement quitter la France et se rendre à Bâle. Donc il part sur les routes de l'exil. À Bâle, il va donc rentrer en contact avec les idées de Zwingli et affirmer de plus en plus ses idées. Il continue à écrire, il publie d'ailleurs, et par hasard, en 1536, il arrive à Genève. En fait, il ne veut pas passer par Genève, c'est un hasard complet qui va le pousser à passer par là. En fait, depuis Bâle, il veut rejoindre Strasbourg, seulement les routes sont bloquées à cause de différents conflits, donc il est obligé de passer par Genève. Et lorsque Guillaume Farel apprend que Calvin est à Genève, il le pousse à rester. Donc Calvin, complètement par hasard, va rester dans un premier temps 2 ans à Genève. Pourquoi est-ce qu'il reste que 2 ans? Il y a un certain nombre de résistances dans la population genevoise, notamment ce qu'on va appeler le Parti des libertins, c'est-à-dire des vieilles familles genevoises vont être en but avec la vision très rigoriste de la réforme calviniste. Donc dans un premier temps, les libertins ont le pouvoir et font chasser Guillaume Farel et Calvin. Farel va partir définitivement à Neuchâtel et Calvin, quant à lui, va se rendre à Strasbourg. Il va y rester à peu près 2-3 ans. Ça va être, ce qu'il dit en tout cas, les années les plus heureuses de sa vie. Il va se marier notamment, il continue à écrire, etc. Donc au final, il n'a pas pour projet de revenir à Genève. Il y a plusieurs appels des autorités genevoises puisqu'il y a eu les libertins sont devenus minoritaires au final et Calvin revient à Genève en 1541, en septembre 1541. Au départ, il pense revenir que pour 6 mois. Il n'avait absolument pas l'intention de rester plus. Il va y rester au final jusqu'à sa mort en 1564. 1541 va vraiment marquer la mise en place de l'église calviniste à Genève, puisqu'en novembre, les autorités et Calvin vont mettre en place ce que l'on va appeler les ordonnances ecclésiastiques. Si vous voulez, c'est comme des lois religieuses en l'occurrence, et qui vont poser les grandes lignes de l'église genevoise. Alors, ces ordonnances ecclésiastiques, que contiennent-elles? Elles vont notamment mettre en place un mode d'élection des pasteurs, c'est-à-dire on a quand même fait beaucoup le reproche aux prêtres catholiques d'être peu cultivés, etc. Donc il y a plutôt l'idée qu'au contraire, les pasteurs, eux, doivent faire preuve d'une très bonne culture et il va y avoir un mode de sélection. Les ordonnances ecclésiastiques vont notamment mettre en place le rythme des cultes, combien de fois par semaine on doit se rendre à la messe, etc. Il va aussi y avoir la mise en place de 2 institutions importantes, le consistoire et la compagnie des pasteurs. Pour commencer, la compagnie des pasteurs va en fait se réunir chaque semaine pour que tous les pasteurs de la ville de Genève se rencontrent pour discuter de la cohérence doctrinale. Donc il y a vraiment une volonté que dans toutes les églises genevoises, il y ait les mêmes discours. Et cette compagnie va aussi participer à l'examen des candidatures des nouveaux pasteurs. Donc c'est vraiment une institution de validation ecclésiastique, du métier ecclésiastique si je puis dire. Le consistoire, quant à lui, va être en fait une mise en place d'un tribunal moral. Donc ce n'est pas un tribunal qui va se substituer à la justice civile. Il y aura toujours des tribunaux civils, des tribunaux pénaux. Seulement, le consistoire est un tribunal complémentaire qui va juger des affaires de mœurs et du bon suivi des lois réformées. Donc ce consistoire va être constitué d'anciens, c'est-à-dire de personnes choisies par le conseil de la ville, si vous voulez, l'équivalent de notre conseil d'État. Donc ce sont des laïcs et de pasteurs de l'église de Genève pour vérifier la
les bonnes mœurs de la population. Donc ici, nous avons un exemple, une illustration de la rédaction des ordonnances ecclésiastiques par Calvin. Donc Calvin ne les a pas écrits seul, il a fait une première ébauche, mais cela a été discuté avec le Petit Conseil, donc l'équivalent du Conseil d'État d'aujourd'hui. Je l'ai déjà dit précédemment, on parle toujours de Calvin comme étant un homme d'une discipline morale intransigeante. Comment est-ce que vivent les Genevois à cette époque? C'est extrêmement compliqué. Calvin a vraiment l'idée que tout croyant doit être exemplaire. Donc à Genève, il y a la mise en place d'une morale, d'une sévérité extrêmement importante. Interdiction du port de bijoux, interdiction de faire la fête, interdiction du jeu de dés, etc. On estime vraiment qu'il faut avoir les meilleures mœurs pour pouvoir être un bon protestant. Et le consistoire doit veiller à cela. On estime qu'à peu près entre 5 et 7% de la population adulte sera jugée chaque année par le consistoire. Ce consistoire apparaît donc à la fin, au milieu du XVIe siècle, mais jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les Genevois seront soumis au consistoire, tout comme ils seront soumis à un tribunal pénal ou à un tribunal civil. Cette institution va rester jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et vraiment, c'est une institution extrêmement importante. Il y a vraiment l'idée d'une purification du corps social, de vérifier les bonnes mœurs et la fidélité au culte. Quelle est la peine? C'est l'excommunication, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir participer à la scène, c'est-à-dire ce moment où on boit le vin notamment, pour les croyants protestants ou catholiques. Donc, à l'époque, si vous êtes exclu de la scène, vous ne pouvez pas, par exemple, être un parrain ou une marraine. Donc c'est extrêmement mal vu, puisque socialement, ne pas pouvoir participer à la messe, vous êtes exclu de la vie de tous les jours. Donc ça fonctionne par cet ostracisme social, et ça va plutôt bien fonctionner, puisqu'à peu près dans les 3 mois, les différentes peines sont levées. Cependant, c'est une institution extrêmement rigoureuse pour les Genevois. Elle va notamment juger, je l'ai dit, sur des questions de mœurs et sur les religieuses, mais par exemple, en ce qui concerne les mariages, le consistoire va veiller à ce que les promesses soient tenues. Par exemple, si un jeune homme promet le mariage à une jeune fille et qu'au final il cherche à s'enfuir, surtout si jamais il y avait eu consommation avant le mariage, le consistoire va faire en sorte que ces promesses soient respectées. Donc il y a un certain nombre de peines. La peine est uniquement religieuse. Le consistoire ne va jamais, je le répète encore une fois, ne va jamais se substituer à une justice civile. D'accord? Ce sera uniquement des peines religieuses. En l'occurrence, uniquement l'excommunication. Alors, en théorie, le divorce existe dans l'Église protestante, notamment au XVIe siècle, puisque le mariage n'est plus considéré comme un sacrement. Cependant, il est extrêmement compliqué de l'obtenir. En effet, le propre frère de Calvin, qui vivait également à Genève, va mettre très longtemps pour obtenir le divorce, alors qu'apparemment sa femme l'aurait trompé dans la maison même de Jean Calvin. Donc, en théorie, c'est possible, mais en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Cette question de la discipline morale extrêmement importante n'est pas rare au XVIe siècle. Les églises luthériennes, etc., vont aussi mettre en place. Seulement, ce consistoire genevois va vraiment être l'exemple le plus abouti, si je puis dire, d'autant que c'est sur un territoire relativement restreint et qu'il est relativement facile aussi, puisque plus ou moins tout le monde se connaît, de pouvoir se surveiller les uns les autres. Donc oui, Calvin met en place une discipline morale intransigeante, cependant, après sa mort, ce consistoire va aussi devenir de plus en plus sévère. En effet, c'est après sa mort que les paroles diffamatoires, les chansons profanes, etc.,
vont être punis de plus en plus sévèrement, notamment aussi les affaires d'adultère. Par exemple, s'il y avait ce qu'on appelle un crime de paillardise, c'est-à-dire une relation sexuelle hors mariage, et que l'homme était marié et la jeune femme était célibataire, ils étaient tous les deux emprisonnés 12 jours et l'homme était mis au pilori pendant 3 heures. C'est-à-dire que toute la population peut passer devant lui et voir qu'il n'a pas respecté ses vœux de mariage. Donc c'est vraiment l'idée que le consistoire doit veiller aux bonnes mœurs euh, sexuelles, si je puis dire, et religieuse de la population genevoise. C'est vraiment quelque chose qui va perdurer. Et notamment, le consistoire va mettre en place un certain nombre de lieux de sociabilité agréés où on ne pourra plus blasphémer, où on ne pourra plus forcément boire beaucoup d'alcool, où on ne pourra plus jouer aux jeux de hasard, ce qui sera extrêmement mal vu. Et il y a un dernier point que je veux aborder, c'est avec la question de l'affaire Michel Servet, et notamment la question au final, est-ce que Calvin était un dictateur? Donc nous avons vu auparavant que Calvin n'a jamais cherché à se substituer aux tribunaux pénaux et civils. Donc en tant que tel, au sens strict du terme, Genève n'était pas une théocratie, mais est-ce que Calvin était un dictateur? L'affaire Michel Servet va souvent faire avancer cet argument-là sur la personne de Calvin. Quelle est l'affaire Michel Servet? Donc déjà, un premier point à prendre en compte, c'est que, on va pas se mentir, Calvin n'aimait absolument pas qu'on lui résiste, et en tout cas qu'on ne soit pas de son opinion. En effet, on estime qu'entre 1500 et 1555, à peu près 58 sentences capitales, c'est-à-dire des peines de mort, ont été prononcées à Genève à sa demande, ainsi que 76 bannissements. Donc, c'est effectivement quelqu'un qui ne supporte pas une opinion contraire. Mais donc, cette affaire Michel Servet, quelle est-elle? Michel Servet était un homme d'origine espagnole, un fin lettré, médecin, théologien, donc voilà, un homme comme les intellectuels de son époque, qui avait vraiment des domaines de compétences extrêmement variés. D'ailleurs, c'est un médecin extrêmement brillant, puisqu'il avait pressenti, un siècle avant qu'il ne soit définitivement découvert, la circulation sanguine. Donc, Calvin, Servet, qui est aussi un théologien, va émettre un certain nombre d'idées sur la réforme et notamment sur la Trinité. La Trinité étant, dans la vision catholique et protestante, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Seulement, Servet, lui, va remettre en question la divinité du Christ et dire que le Christ n'est qu'un homme comme les autres et peut-être qu'à un moment donné, il est passé par une divinité. C'est un point complètement hérétique, autant pour les catholiques que pour les protestants. Qu'est-ce qui se passe pour Michel Servet? Donc, on ne sait pas exactement comment, mais en tout cas, entre 1552, Michel Servet et Calvin vont commencer à correspondre sur des discussions théologiques, et notamment cette question de la Trinité. Imaginez bien, Calvin n'est absolument pas en faveur des idées de Michel Servet. Cependant, ce n'est pas lui qui va chercher à créer des problèmes à Michel Servet. Souvent, ça va lui être reproché, mais ce n'est pas le cas. En effet, Michel Servet officie comme médecin à Vienne, en France, pas la Vienne autrichienne. Et en fait, il va y avoir des bruits qui courent comme quoi un médecin hérétique officie à Vienne. On ne sait pas exactement comment les lettres de Michel Servet envoyées à Calvin vont se retrouver à Vienne. De ce que l'on sait, ce n'est pas Calvin qui les a fournis, même si ça lui a été reproché. Les sources montrent plutôt qu'au contraire, il a plutôt cherché à ne pas les diffuser. Quoi qu'il en soit, elles arrivent à Vienne.
Michel Servet est arrêté et condamné à être brûlé. Cependant, il arrive à s'enfuir et au final, il est brûlé en effigie, c'est-à-dire qu'il y a une représentation d'un épouvantail qui est brûlé avec son livre à sa place. On ne sait pas exactement pourquoi il passe à Genève, alors qu'a priori, c'était pas l'endroit où il devait aller, mais en tout cas, il passe à Genève. Il est arrêté le 13 août et son procès va démarrer. Calvin, au départ, n'est pas mêlé au procès, ce sont les autorités civiles qui s'occupent de ce procès. Seulement, Servet lui-même va demander à ce que Calvin soit écouté, qu'il donne son avis, etc. Il est extrêmement compliqué pour les autorités genevoises de prendre une décision. Il est quasiment décidé pour tous que Servet est un hérétique. Cependant, les autorités genevoises et Calvin vont demander leur opinion à toutes les villes réformées suisses de donner leur opinion et la majorité est pour l'exécution. C'est pourquoi, le 27 octobre 1553, Michel Servet est exécuté par le bûcher à Champel. Donc, cette exécution va vraiment être considérée comme une tache noire sur Calvin. D'autant que très rapidement, dans les jours, semaines qui viennent, certains réformateurs suisses vont condamner Calvin, alors que quelques semaines plus tôt, ils avaient eux-mêmes donné leur accord. Donc, voilà. Enfin, c'est pas absolument pas pour dédouaner Calvin, mais en tout cas, ça a été plutôt pris unanimement, même si ensuite, c'est Calvin qui a porté complètement le blâme. Ça a toujours été une tâche sur l'église protestante genevoise. En effet, donc sur l'image, la dernière image qui vient d'apparaître, dont on peut voir ici une stèle, en fait, à Champel, aujourd'hui, en 1903, on peut voir donc une stèle en commémoration du supplice de Servet. Et en 1903, donc cette stèle a été mise en place pour s'excuser au nom de Calvin. Et de la population protestante. Donc l'affaire Servet a toujours été vécue comme une tâche indélébile. Même si l'affaire Michel Servet donc, était une tâche indélébile, il y a eu un certain nombre d'apports de Calvin pour la vie à Genève, notamment la fondation entre 1558 et 62 du Collège de Genève, donc le Collège Calvin que l'on connaît tous, et l'Académie de Genève, c'est-à-dire l'université dans le parc des Bastions. Donc ça va être un premier point, ce qui a permis véritablement de donner une éducation à une partie de la population genevoise. Grâce à Calvin et au fait d'accueillir les réfugiés huguenots, Genève va être considérée comme la Rome protestante et va être véritablement un phare dans cette terre catholique. C'est pour ça aussi que, Genève étant la Rome protestante, que l'escalade a eu lieu en 1602. En effet, lorsque le duc de Savoie attaque la nuit du 11 au 12 décembre Genève, c'est pas parce que, si je puis dire, il s'ennuie au coin du feu, mais c'est bien parce que Genève représente une menace de par son indépendance et son protestantisme. C'est une menace que le duc de Savoie veut éliminer, mais comme nous le savons tous et comme nous le commémorons grâce à la marmite au chocolat, ça n'a pas fonctionné. Nous allons donc maintenant passer à la dernière partie de cette vidéo, c'est-à-dire la contre-réforme. L'Église est tenue de réagir à la réforme protestante, cependant, il va falloir plusieurs tentatives avant que ça fonctionne. Et déjà en 1530, le pape Clément VII convoque un concile auquel les protestants refusent de se rendre, donc c'est déjà une première tentative ratée. En 1536, il y a de nouveau une tentative d'appeler un nouveau concile, seulement la guerre entre François Ier et Charles Quint éclate, donc le concile est repoussé.
Enfin, le 13 décembre 1545 s'ouvre le Concile de Trente, qui va être le concile de la réponse catholique aux protestants. Ce concile va durer jusqu'en 1563. Avant la mise en place du Concile de Trente, il y a eu quand même quelques éléments qui ont été mis en place par l'Église catholique, notamment la fondation de l'ordre des Jésuites en 1540. Donc, il s'agit d'un ordre monastique, sans luxe, cultivé et qui a notamment des écoles. Par exemple, certains vont être des précepteurs de rois. Surtout, c'est un ordre qui a pour but de prendre en main les populations. C'est un ordre extrêmement hiérarchisé, tout comme les autres ordres. Les moines jésuites font vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, pardon. Cependant, il y a un vœu supplémentaire qui est l'obéissance spéciale au pape. L'ordre des jésuites obéit spécialement au pape. Une des autres décisions mises en place par l'Église catholique est la remise à la mode de l'Inquisition en 1542, en effet notamment en Italie et en Espagne, pour éviter la propagation de l'hérésie protestante, en tout cas de ce qui est considéré comme étant l'hérésie protestante. L'Inquisition est réactivée. Quelles sont les décisions du Concile? Donc le Concile va mettre longtemps pour prendre ses décisions, mais il va y avoir la réaffirmation d'un certain nombre de points, notamment le fait d'imposer des règles strictes pour le clergé et de réguler le mauvais comportement, notamment des évêques. Il va y avoir aussi la réaffirmation d'un certain nombre de points, le culte des saints, le culte des reliques, l'importance du péché originel. Donc, le Concile va permettre à l'Église catholique de réactiver un certain nombre de ces dogmes qu'elle juge fondamentaux. Il va y aussi avoir un point qui va être important pour l'Église catholique, c'est la réaffirmation du rôle du prêtre. Souvenez-vous, on avait vu que dans l'Église luthérienne, que le pasteur n'est pas considéré comme étant un lien entre le croyant et les Écritures et Dieu. Donc il y a vraiment une autonomie plus importante du croyant dans l'Église protestante. Pour l'Église catholique, le Concile va réaffirmer le rôle du prêtre comme étant un intermédiaire entre le croyant catholique et le monde religieux. Il va y aussi avoir un dernier point important, ça va être l'apparition du baroque. Qu'est-ce que le baroque? C'est un mouvement artistique qui va autant toucher l'architecture que la musique, que la sculpture, etc. Mais surtout, ça va être le moyen, par l'art, de l'Église catholique d'attirer des fidèles. Je vous explique, je vous illustre ça tout de suite. Ici, nous avons un exemple d'une église en Alsace, d'une église luthérienne, donc, qui a été commencée à être construite en 1613. Je n'ai pas trouvé de photos d'église suffisamment parlantes, mais voilà, donc on voit que c'est quelque chose de relativement sobre, beaucoup de bois, peu de décoration. À l'inverse, avec le baroque, comme ici l'exemple de l'église de Jésus, qui est là, l'église de l'ordre des Jésuites, on voit quelque chose de baroque, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement chargé. L'Église catholique veut montrer qu'elle est puissante, qu'elle est lumineuse, qu'elle est belle, notamment par son architecture et par la magnificence de ses églises. Donc, l'art permet aussi d'illustrer deux visions de la religion. Et l'art peut aussi faire passer un message politique. Donc on va arriver maintenant au terme de cette très longue vidéo. Donc voilà, retenez les points principaux, c'est que Genève avait amorcé sa conversion vers la réforme protestante bien avant l'arrivée de Calvin. Calvin a permis de structurer l'Église genevoise et l'Église catholique a apporté une réponse après beaucoup de temps dans laquelle elle remet en place
un certain nombre de ses dogmes fondamentaux.